Bonjour à tous. Comme vous le savez, il est toujours important de vous rappeler les facteurs de risque qui sont liés au cancer du sein, puisque ça vous permet en fait de pouvoir identifier plus facilement parmi vos patients celles qui sont le plus à risque de développer un cancer du sein. En fait, il faut savoir que le cancer du sein est une maladie multifactorielle. Ça veut dire que plusieurs facteurs vont influer sur le risque de sa survenue. On a les facteurs de risque qui sont avérés, c'est-à-dire qui ont été prouvés par des études robustes, et on a des facteurs de risque qui sont suspectés. Donc, on commence d'abord avec les facteurs de risque avérés. Ce sont ceux pour lesquels donc les données des différentes études, en fait, les résultats sont disponibles et sont suffisantes pour conclure avec certitude l'existence d'un lien causal avec le cancer du sein. Le premier facteur de risque est l'âge. Donc, plus une femme vieillit, plus son risque de développer un cancer du sein augmente. Il touche généralement les femmes après la ménopause et près de 80% des cancers du sein vont se développer après 50 ans. Si on prend par exemple le cas de la France, le risque maximal est autour de 65 et 74 ans, puisque l'âge médian au diagnostic est autour de 63 ans. En revanche, en Algérie, on a dit, comme l'a dit le professeur Kerboua, on a une particularité de la femme jeune, c'est-à-dire que ce cancer, il survient chez la femme jeune avec un âge médian autour de 48, 47, 48 ans, et les courbes donc de l'incidence montrées donc par l'INSP en 2022, on avait deux pics, le premier autour de 50, 55 ans et le deuxième autour de 60, 63 ans. Donc, chez nous, effectivement, l'âge est un facteur de risque, mais il faut considérer qu'il faut commencer déjà à surveiller les patientes dès l'âge de 40 ans. Les antécédents personnels de cancer du sein, il est clair qu'une patiente qui a déjà été traitée pour un cancer du sein va avoir un risque plus important de faire un deuxième cancer en homolatéral, c'est-à-dire au niveau du même sein, ou alors de développer un cancer en contralatéral. Et en cas de carcinome donc non infiltrant, de carcinome canalaire in situ ou de carcinome lobulaire in situ, bien sûr, le risque de développer un deuxième cancer du sein est important, mais la plupart de ces patients, lorsqu'elles sont traitées par chirurgie, le risque, il est faible. Les antécédents familiaux de cancer du sein et d'autres cancers, donc on a une disposition familiale. Le plus souvent, c'est dû à des gènes, comme on a dit, les gènes, donc mutation de BRCA1 et de BRCA2. Ça peut être également dû à un mode de vie qui est commun. Ça peut être le fruit du hasard, mais généralement, c'est une association de tous ces facteurs. Donc, quand on a une parente au premier degré qui a eu un cancer du sein, le risque est environ 2 fois plus important d'être atteinte qu'une femme en fait qui n'a pas d'antécédents familiaux. Et plus le nombre de parentes au premier degré atteintes d'un cancer du sein est important, et plus le risque de développer le cancer du sein va être important. Et également, lorsqu'on a une parente au deuxième degré qui développe donc un cancer du sein, comme une grand-mère, une tante ou une nièce, là aussi, le risque est important. On doit savoir que le risque en fait de cancer du sein est plus élevé dans certaines situations, notamment lorsqu'on a une ou plusieurs ou plus d'une parente au premier degré, mère, sœur ou fille, avec un cancer du sein en particulier. Si le diagnostic a été posé donc avant la ménopause, donc un cancer qui est survenu à un âge jeune, lorsqu'on a des parentes au deuxième degré, grand-mère, tante ou nièce, du côté du père ou de la mère qui a eu un cancer du sein, une parente qui a déjà eu un cancer du sein bilatéral et avant la ménopause, deux parentes ou plus ayant eu un cancer du sein ou de l'ovaire, une parente ayant eu un cancer du sein et un cancer de l'ovaire, et bien sûr lorsqu'on a un parent de sexe masculin qui a eu un cancer du sein. Alors, les mutations des gènes BRCA1 ou 2, c'est des gènes qui sont mutés chez environ 5 à 10% des patients. Donc, ces patientes vont avoir des cancers qui sont héréditaires. Nous savons que les gènes BRCA1 et BRCA2 interviennent dans la réparation donc des gènes. Ce sont des gènes suppresseurs de l'ADN, pardon. Ce sont des gènes suppresseurs des tumeurs et ces mutations sont rares et elles affectent environ une personne sur 500.
Alors, la probabilité de la mutation des gènes BRCA1 ou BRCA2 est plus élevée dans les familles où on a plusieurs membres qui sont atteints d'un cancer du sein ou de l'ovaire. Lorsqu'on a au moins une parente atteinte d'un cancer du sein avant l'âge de 50 ans, une parente qui a reçu un diagnostic de cancer du sein ou de cancer de l'ovaire, des membres atteints d'un cancer dans les deux seins, donc un cancer bilatéral, ou alors un homme atteint d'un cancer du sein dans la famille. Bien sûr, ces femmes porteuses de mutations BRCA1 ou BRCA2, on a 85% de risque de développer un cancer du sein et à un âge plus jeune et parfois il va s'agir d'un cancer bilatéral et le risque d'apparition du cancer de l'ovaire est présent et à n'importe quel âge. Alors, l'incidence également est un facteur de risque. Alors, l'incidence, il ne s'agit pas d'une maladie, mais il s'agit juste de femmes qui vont avoir plus de tissus conjonctifs, de glandes et de canaux galactophores que de tissus graisseux. Donc, c'est un caractère héréditaire et ces tendances vont être observées à la mammographie et ça va donner donc une lecture difficile du cliché. Le tissu va apparaître dense le tissu dense plutôt va apparaître blanc sur le cliché, tout comme les tumeurs. Donc, ça va donner, donc ça peut masquer en fait le cancer et la lecture va être difficile lorsque le radiologue n'est pas entraîné. Le risque de cancer pourrait être 3 à 5 fois plus élevé chez les femmes avec des seins denses ou très denses par rapport aux autres femmes. Certains troubles génétiques constituent des facteurs de risque. On prend par exemple le syndrome de l'hypoménie. Lors de ce syndrome, on a souvent une mutation du gène P53 qui est un gène suppresseur de la tumeur. Et donc, lorsqu'on a cette mutation, on a le risque d'apparition de certains types de cancers comme le cancer du sein. L'apaxie télangiectasique également, on a une mutation du gène ATM qui est un gène qui intervient dans la réparation de l'ADN et dans certaines familles où le taux de cancer du sein est élevé, donc probablement c'est des patientes qui présentent des mutations de ce gène ATM. Le syndrome de Coden, donc, est lié souvent à une mutation là aussi du gène PTEN qui est un gène suppresseur de tumeur et les patientes qui ont le syndrome de Coden avec une mutation de PTEN vont être plus susceptibles d'avoir un cancer du sein avec d'autres cancers également. Le syndrome de Peutz-Jeghers également est lié à une mutation du gène STK11 qui est là aussi un gène suppresseur de la tumeur et lorsqu'on a cette mutation, on a une augmentation du risque du cancer du sein et d'autres cancers également. Les autres mutations génétiques, donc en plus des gènes BRCA1 et BRCA2, on incrimine le gène CHEK2 qui est donc lorsqu'il est muté, on observe il est observé chez des familles atteintes du syndrome de l'hypoprénie. Donc, il faut savoir que le CHEK2 également est un gène suppresseur de la tumeur et lorsqu'on a une mutation de ce gène, on a une augmentation du risque du cancer du sein. Également, le gène PALB2, lorsqu'il est muté, le risque de cancer du sein augmente. On a également une augmentation du risque du cancer, des cancers gynécologiques. Les antécédents de reproduction, il faut savoir que l'œstrogène est la principale hormone qui est liée au cancer du sein et l'œstrogène va affecter la croissance des cellules mammaires. Donc, ces œstrogènes jouent un rôle important dans le développement des cellules du cancer du sein. Alors, le type d'exposition et la durée de l'exposition de ces cellules à l'œstrogène vont avoir un effet sur les risques de cancer du sein. Donc, logiquement, lorsqu'on a des menstruations qui sont précoces, c'est-à-dire quand elles commencent à un âge jeune, d'abord 11 ans, c'est un facteur de risque. Donc, le risque de développer le cancer chez une femme ayant eu ses règles avant 11 ans serait de 1,19 fois plus élevé par rapport à une jeune fille qui a eu ses règles à 13 ans. Également, la ménopause tardive, après 55 ans, va faire augmenter la durée d'exposition aux œstrogènes et ceci va accroître le risque de cancer du sein. Et à l'inverse, une ménopause précoce est un facteur protecteur et le risque serait environ de 0,7 moindre en cas de ménopause qui survient précocement entre 40 et 44 ans par rapport aux femmes ménopausées entre 50 et 54 ans. La grossesse tardive ou l'absence de grossesse est un facteur de risque. Donc, pourquoi? Puisque la grossesse va interrompre l'exposition des cellules mammaires aux œstrogènes circulants et elle va réduire
le nombre total de cycles de la femme durant sa vie. Donc, plus le nombre de cycles avant une première grossesse est important, plus le risque de cancer du sein est élevé. Il faut savoir qu'une première grossesse à terme après 30 ans, le risque donc de développer un cancer du sein est plus élevé que chez une femme qui a fait une première grossesse avant 30 ans. Dans cette étude donc française sur environ 100 000 femmes, donc après 22 ans, ce risque augmenterait après une première grossesse après 22 ans, ce risque augmenterait d'environ 4% pour le cancer préménopausique et de 2% par an pour le cancer postménopausique. Et plus une femme va avoir des enfants, plus elle sera protégée contre le cancer du sein. Et bien sûr, la nulliparité va accroître le risque de cancer du sein. L'exposition au rayonnement ionisant est un facteur également de risque important, notamment les patientes qui ont été traitées à un âge jeune par une radiothérapie dans la région composée du thorax, du cou et de l'aisselle. Donc, cette irradiation constitue un facteur de risque de développer un cancer du sein, notamment chez les patientes qui ont été traitées à un âge jeune pour un lymphome hodgkinien et qui ont eu une radiothérapie en Mantelé, donc chez une femme de moins de 30 ans notamment, et ce risque est encore plus élevé si le traitement a été administré lors de la puberté, notamment avant l'âge de 15 ans. En dehors de la radiothérapie, les femmes qui ont été exposées au rayonnement ionisant lors des explosions de bombes atomiques, par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale, ont aussi un risque plus élevé de développer un cancer du sein. En particulier si la jeune fille a été exposée donc à la puberté. La mammographie, je voulais parler de la mammographie parce que certaines femmes ont souvent peur de faire des mammographies de contrôle pensant que les irradiations pourraient être néfastes. Mais il faut savoir que les appareils utilisés actuellement sont des appareils qui délivrent très peu de rayons et donc il faut au contraire retenir que les bienfaits de la mammographie vont surpasser les risques de l'exposition à la radiothérapie, à la radiation, pardon. L'hormonothérapie substitutive, donc c'est important d'en parler parce que c'est un traitement que maintenant même les femmes algériennes demandent. L'hormonothérapie substitutive, en particulier lorsqu'elle est à base d'œstrogènes et de progestatifs et lorsqu'elle est donnée pendant une durée longue, notamment plus de 5 ans, elle accroît le risque de cancer du sein. Donc en France, si on prend l'exemple de 2015, il y a eu dans cette étude 1236 nouveaux cas de cancer du sein, donc soit 3% qui étaient attribuables à l'utilisation d'un traitement hormonal substitutif. Donc, la prescription du traitement hormonal substitutif est aujourd'hui bien codifiée. Une durée de prise limitée à 5 ans est recommandée avec, bien sûr, une réévaluation annuelle de son indication qui est quand même très importante. Alors, j'ai rapporté donc les résultats de cette étude canadienne de la Women's Health Initiative Study qui montre bien sûr le lien entre l'hormonothérapie substitutive et le cancer du sein. Le risque de cancer augmenterait d'environ 1% chaque année qu'une femme avait pris seulement de l'œstrogène et d'environ 8% pour chaque année qu'une femme avait suivi une hormonothérapie substitutive combinée. Le risque est plus élevé, même pour une hormonothérapie substitutive combinée de courte durée, comparée à un placebo, et la hausse du risque disparaît quelques années après l'arrêt du traitement. On a noté une baisse importante de taux de nouveaux cas de cancer du sein chez les patientes canadiennes âgées entre 50 ans et 69 ans entre 2002 et 2004, pardon. Et justement, cette baisse coïncidait avec une diminution de l'utilisation de cette hormonothérapie substitutive et cette baisse a été observée également dans d'autres pays comme les États-Unis et l'Australie justement et ça correspondait à une baisse de la prescription de cette hormonothérapie substitutive. Les contraceptifs oraux, notamment les contraceptifs œstroprogestatifs, sont légèrement, donc c'est un risque qui est vraiment minime, augmenter le risque de cancer du sein, en particulier si la
contraception a été prise pour une durée très longue, au-delà de 10 ans. Il y a eu cette étude danoise de 2017 qui a montré que le risque augmenterait de 1,19 fois chez les utilisateurs par rapport aux femmes qui n'ont jamais eu de contraception hormonale. Et cette utilisation est liée bien sûr à l'utilisation. Le risque est 1,17 fois plus élevé pour une durée de prise de 1 à 5 ans et ce risque augmente à 1,45 pour une durée de plus de 10 ans et ce risque va diminuer juste après l'arrêt de la contraception orale. Le Dilestilben, donc c'est un traitement qu'on connaît aujourd'hui. C'est un puissant œstrogène de synthèse qui a été prescrit dans les années 40 jusqu'aux années 70 aux femmes qui étaient enceintes pour diminuer le risque de fausse couche. Mais aujourd'hui, le lien entre ce médicament et le cancer du sein est bien établi. Donc, et le risque de développer d'environ quand même 30% par rapport aux femmes non traitées. Et le problème, c'est que même les filles exposées in utero à ce traitement donc ont un risque accru de développer un cancer du sein et le risque pourrait également s'étendre à leurs filles et à leurs petites filles. L'hyperplasie atypique, il faut savoir que c'est une affection qui est bénigne, mais qui est caractérisée par un nombre accru de cellules anormales, donc de cellules atypiques qu'on va retrouver sur l'anatomie dans le tissu mammaire. Et donc, ces patientes avec une hyperplasie atypique auraient un risque de 3 à 5 fois plus élevé de développer un cancer du sein. L'alcool, donc on a une augmentation du risque de développer un cancer du sein qui est dose dépendante. Donc par rapport à une femme qui ne consomme pas d'alcool, une femme qui boit un verre d'alcool par jour augmenterait son risque de développer un cancer du sein d'environ 10%. Et ce risque va doubler pour celles qui consomment 2 verres d'alcool par jour. Il va tripler pour les patients qui consomment 3 verres et ainsi de suite. Donc, pourquoi l'alcool est un facteur de risque? Parce qu'il est susceptible de faire augmenter le taux d'œstrogène et également, il va réduire la quantité de certains éléments qui sont essentiels, qui protègent contre les dommages cellulaires, comme l'acide folique, donc la vitamine B et les vitamines A et la vitamine C. L'obésité et le surpoids également, c'est un facteur de risque pour le cancer du sein et également pour d'autres cancers et pour les maladies cardiovasculaires. Donc, à chaque fois que l'IMC augmente de 5 unités, le risque de développer un cancer du sein post-ménopausique en particulier serait approximativement 1,1 fois plus élevé que chez les femmes qui ont un poids normal. Et les femmes qui n'ont jamais suivi une hormonothérapie substitutive mais avec un indice de masse corporelle, le risque est de 31,1 dans l'indice de masse corporelle est de 31,1 au plus, le risque est multiplié par 2,5 comparé aux patientes qui ont un indice de masse corporelle normal. Donc, plus une femme prend de l'âge du poids à l'âge adulte et plus le risque de développer un cancer du sein post-ménopausique va augmenter. Comme cette étude en France qui a été menée en 2015 chez 4507 femmes, donc 4507 cas de cancer du sein surviennent après la ménopause, donc soit 8% de l'ensemble des cancers du sein qui sont attribuables au surpoids et à l'obésité. L'inactivité physique, donc là, augmente le risque de cancer du sein, aussi bien le cancer chez la femme préménopausée que chez la post-ménopausée. En 2005, là aussi, sur 1620 cas de cancer du sein qui sont survenus après la ménopause, soit 3% des cancers, ils étaient attribuables au manque d'activité physique. Donc, le risque de développer un cancer du sein pourrait diminuer de 12, voire jusqu'à 21% selon les études chez les femmes qui sont actives comparé aux femmes qui sont inactives. Alors, on passe aux facteurs de risque possibles ou suspects. Donc là, ça veut dire qu'on a établi un lien entre les facteurs qui surviennent et le cancer du sein, mais on ne possède pas suffisamment de preuves scientifiques ou de résultats venant donc d'études robustes qui permettent d'affirmer qu'ils sont des facteurs de risque. Donc, on doit faire plus de recherches pour clarifier le rôle de ces facteurs dans l'apparition du cancer du sein.
On a le tabagisme actif et le tabagisme passif. Donc, contrairement aux autres cancers liés au tabac, les associations observées entre le cancer du sein et le tabac sont plus faibles et moins cohérentes. Et en 2012, par exemple, on a eu cette étude du CIRS. Donc, il existerait des indications limitées en faveur d'un lien causal entre le tabagisme actif et le cancer du sein. Par contre, cette étude de 2015 a montré qu'il y avait un risque de 1,08 à 1,13 fois plus élevé de cancer du sein chez les femmes qui fument. Et donc, cette étude a conclu qu'il existait quand même des preuves cohérentes d'une augmentation modérée du risque. Et aussi, le tabagisme passif est incriminé, donc il augmenterait, selon cette même étude, le risque de cancer du sein. L'alimentation non équilibrée, donc en 2015, cette étude donc qui a porté en France sur 2315 par exemple, le cas de cancer du sein survenu après la ménopause, donc soit 4% de ces cancers seraient attribuables à une alimentation déséquilibrée. Et donc l'estimation du CIRS a attribué l'ensemble des cas à une consommation de fibres. Donc une alimentation déséquilibrée, ça veut dire une alimentation pauvre en fibres, c'est-à-dire très peu. Donc les patientes consomment très peu d'aliments riches en fibres, qui sont les produits céréaliers complets, les légumes secs et les fruits et les légumes. Le travail de nuit serait également incriminé dû à l'exposition à la lumière artificielle qui va faire baisser le taux de mélatonine dans le corps. Et chez la femme, la mélatonine pour effet de réduire la quantité d'œstrogène dans le corps et de ralentir la croissance des cellules du cancer du sein. Le risque est de 1,08 fois plus élevé de cancer du sein chez les femmes ayant travaillé de nuit moins de 10 ans, mais on a remarqué donc dans cette même étude qu'il n'y aurait pas d'augmentation du risque chez les femmes qui ont travaillé plus longtemps. Donc, pour ce facteur de risque en particulier, on devrait attendre pour avoir plus d'études, donc avec des résultats un peu plus importants. Certaines affections non cancéreuses du sein, il faut savoir que la plupart des affections bénignes du sein ne font pas augmenter le risque de cancer du sein. Et quand on a une lésion bénigne, il pourrait y avoir beaucoup plus un lien entre quelques-unes de ces affections et les antécédents familiaux, donc de cancer du sein. On a observé donc une légère hausse de risque de cancer du sein chez la femme lorsqu'elles sont liées à une augmentation du nombre ou excès de croissance des cellules. Et parmi ces affections non cancéreuses qui pourraient vraiment faire augmenter le risque, c'est le changement fibrokystique du sein, l'hyperplasie, le fibroadénome lorsqu'il est complexe, l'adénosclérose, papillomatose, cicatrice radiaire, mais en général, toutes ces affections, donc c'est des patientes généralement qui sont opérées. Le dioxyde d'azote, le N2, il faut savoir qu'il est majoritairement émis par le trafic routier, qui est un indicateur de l'exposition aux autres polluants atmosphériques. L'association de cette exposition dans l'aérobien et le risque de cancer du sein sont encore limités, mais dans cette étude de 2011, il y a eu 1677 nouveaux cas de cancer du sein qui seraient attribuables au N2 chaque année en France. Et cette étude de Xener également a montré une augmentation de 9% du risque de cancer chez les patientes les plus exposées au N2. Enfin, on arrive à la prévention. Donc, il faut savoir que certains facteurs de risque ne peuvent pas être maîtrisés, parmi lesquels l'âge, le sexe ou encore les antécédents familiaux. Mais il faut savoir qu'environ 4 cancers du sein sur 10 seraient attribuables au mode de vie, aux expositions professionnelles et à l'environnement. Donc, il est possible de réduire le risque de cancer du sein en suivant des mesures simples et applicables au quotidien, comme par exemple pratiquer une activité physique régulière qui va favoriser le bon fonctionnement du système immunitaire et en contribuant à l'oxygénation des cellules. Et en fait, c'est un excellent moyen également pour lutter contre l'obésité et le surpoids. Et bien sûr, vous savez, comme ils constituent tous les deux des facteurs de risque de cancer du sein. Et il est donc recommandé de pratiquer 30 minutes d'exercice quotidien à raison de 5 fois par semaine.
maintenir un poids donc normal. Donc des études démontrent que l'obésité bien sûr est un facteur de risque. Donc il faut manger équilibré et avoir une activité physique régulière pour aider à conserver un poids de santé. Privilégier une alimentation saine, bien sûr riche en fibres, avec bien sûr toujours une activité physique régulière et un maintien d'un poids normal. Donc, limiter la consommation d'alcool et de tabac. Donc, on l'a dit que la consommation d'alcool et de tabac vont favoriser les maladies et cardiovasculaires et les cancers. Donc, il faut vraiment éviter la consommation d'alcool et éviter le tabagisme. Alors, l'allaitement, quant à lui, est un facteur protecteur. L'allaitement protège contre l'apparition du cancer du sein et il permet de réduire parce qu'il va réduire le nombre total de cycles menstruels d'une femme et réduire l'exposition donc des cellules mammaires aux oestrogènes. Et plus l'allaitement dure longtemps et plus l'effet protecteur est grand. Et donc l'allaitement prolongé en particulier réduirait d'environ 4% le risque de cancer du sein de la mère par de 12 mois d'allaitement. Et donc, dans cette étude en France en 2015, 3% des cancers du sein étaient attribuables à une durée d'allaitement inférieure à 6 mois. La mastectomie prophylactique, elle vise à prévenir le cancer du sein en réalisant une ablation préventive. Elle est quasiment associée à une reconstruction donc immédiate. Les femmes à risque très élevé de cancer du sein, elles concernent bien sûr ces femmes qui ont une mutation avérée des gènes BRCA1, BRCA2, mais également d'autres mutations. Et le risque après mastectomie bilatérale devient très faible. Il n'est pas nul, mais chute jusqu'à moins de 5%. Lorsqu'on a une mutation de BRCA1, la mastectomie prophylactique est envisagée déjà dès lors de 30 ans parce que le risque de développer un cancer est déjà là à un âge très jeune. Et pour la mutation BRCA2, le risque est un peu moins important et la mastectomie prophylactique peut être envisagée après 30 ans. Et donc, cet âge peut être défini en fonction de l'âge de survenue des cancers dans la famille. La chimioprévention, elle est définie comme l'utilisation d'agents naturels ou synthétiques dans le but de prévenir, de retarder ou d'éliminer donc la progression tumorale. La notion de risque est hétérogène, il va être calculé par un modèle mathématique qui est le modèle de Gell. Le tamoxifène est efficace chez les patientes non ménopausées. Et chez les patientes ménopausées, on a en plus du tamoxifène, on a le raloxifène et les inhibiteurs de l'aromatase comme l'anastrozole ou l'exémestane. Et la chimioprévention n'est indiquée chez une patiente que si le bénéfice va l'emporter sur le risque d'effets indésirables. Alors, les chimiopréventions par le tamoxifène, le raloxifène ou l'inhibiteur de l'aromatase peut être indiqué chez la femme de plus de 35 ans qui présente donc des antécédents de carcinome lobulaire in situ ou d'hyperplasie canalaire ou lobulaire atypique, un risque à 5 ans de développer un cancer du sein supérieur à 1,67% basé sur le modèle de Gell et les antécédents d'irradiation thoracique chez la femme qui a reçu cette irradiation avant l'âge de 30 ans et bien sûr la présence de mutations à haut risque comme les mutations BRCA1 et BRCA2. Et l'annexectomie prophylactique, c'est l'ablation des deux ovaires. Bien sûr, les ovaires sont une source principale d'œstrogène. Ceci va entraîner donc une baisse de taux d'œstrogène qui va réduire le risque de cancer du sein, mais également le risque de cancer de l'ovaire. Elle concerne les femmes à haut risque génétique de cancer du sein et également de cancer de l'ovaire. Donc, c'est notamment les patientes avec une mutation BRCA1 et BRCA2. Un contrôle médical régulier doit être conseillé, donc avec un examen clinique des seins par palpation tous les ans chez les femmes dès l'âge de 25 ans. Et puis, c'est un examen qui est rapide et indolore qui peut être réalisé justement par le médecin généraliste, par le gynécologue, mais également par une sage-femme.
Donc, en conclusion, il faut savoir que la prévention est l'affaire de tous. La prévention primaire du cancer du sein consiste à éviter l'exposition aux agents cancérogènes identifiés. Donc, c'est votre rôle, justement, en tant que médecin généraliste, de conseiller les femmes qui viennent consulter. Eh bien, également, il faut savoir que certaines types de prévention, notamment chirurgicale et la chimioprévention, doivent tenir compte de la balance risque et bénéfice avant de pouvoir être proposés en pratique clinique. Merci.